Oui, en effet, tu parlais de la comète Churyumov-Gerasimenko visitée depuis un an par Rosetta. Et la semaine dernière, de l'oxygène a été découvert, non pas sur la comète, mais dans la queue de la comète, qui donc provient de la comète, mais qui n'est pas directement sur la comète. Et cet oxygène pose un problème, car dans la queue de la comète, on trouve un certain nombre de choses, de molécules. On trouve de l'eau, par exemple, assez facilement, mais de l'oxygène, ça pose problème parce que l'eau cométaire peut provenir assez facilement de l'origine du système solaire, de là où les comètes viennent. Beaucoup de glace d'eau s'est formé. Par contre, l'oxygène a dû se former à peu près dans les mêmes régions très éloignées du système solaire, mais l'oxygène a dû se combiner rapidement avec l'hydrogène, justement pour faire de l'eau. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'eau dans les queues cométaires, c'est parce que l'oxygène et l'hydrogène étaient en abondance. Et donc, lorsque l'on trouve de l'oxygène en relativement grande quantité, il n'y en a pas énormément dans la queue de cette comète, il y en a par exemple 3% par rapport à l'eau, H2O, donc c'est pas... Enfin, c'est significatif tout de même, et c'est d'autant plus significatif qu'on ne sait pas quoi en faire de cette eau. Les auteurs de cette étude ont travaillé dur pour essayer de comprendre si cet oxygène pouvait juste s'être formé là maintenant, dans la queue de la comète, ou alors si cet oxygène provenait était déjà là dans la comète depuis le début du système solaire, 4 milliards et demi d'années. Et apparemment, la solution la plus réaliste, vu les données, est que cet oxygène date du début du système solaire et donc se libère au fur et à mesure que la comète se rapproche du Soleil, elle libère un certain nombre d'éléments et il y a cet oxygène qui est libéré. Et ça pose donc des problèmes. On ne sait pas faire au début du système solaire de l'oxygène libre. Voilà, donc on va être sans doute obligé de revoir assez en profondeur les scénarios du début du système solaire. Est-ce que ça peut inspirer nos auteurs de science-fiction pour avoir des planètes avec de l'oxygène, de l'eau, qu'on puisse y aller un peu plus facilement? J'espère bien, mais là on n'est pas dans le cas d'une planète, on est dans le cas d'une comète. Et une comète, c'est très petit, la gravité est à peu près nulle, on peut le dire, c'est-à-dire que même pour les missions robotisées actuellement, les comètes posent un problème redoutable. On l'a vu d'ailleurs avec Rosetta qui avait un atterrisseur Philae qui s'est posé sur la comète avec toute la technologie moderne dont on est capable. Et cet atterrisseur n'a pas réussi à atterrir comme il le fallait sur la comète. Il a rebondi un certain nombre de fois, deux, trois fois, et finalement il a atterri à un endroit où qu'on a eu beaucoup de mal à localiser parce que la gravité est tellement faible que le comportement de tout ce que l'on peut y envoyer, y compris nous-mêmes, est très difficile. Si on n'est pas attaché nous-mêmes solidement à un bout de caillou d'une comète, on a toutes les chances, simplement en levant le bras en l'air, de s'échapper de la gravité de la comète. Donc voilà, pour la science-fiction, pour les auteurs de fiction, je pense que c'est assez stimulant pour l'imagination. On remet à jour nos connaissances tout le temps, de toute manière, ça apporte autant de l'eau au moulin, d'avoir de nouvelles découvertes, on en fait au moins. Je sais qu'une de mes lectures obligatoires, c'est Science et Vie, ou des journaux comme ça, où on apprend à chaque fois de nouvelles choses, des nouvelles découvertes, et comme ça. Ça donne des idées souvent. Est-ce que tu dirais que parfois la réalité dépasse la fiction? Est-ce que tu vois dans Science et Vie des choses que tu n'aurais jamais imaginées d'un point de vue fictionnel et littéraire? Oui, bien sûr. Il y a plein de choses où on se disait, des fois on invente des choses, puis on dit mais attends, ça va encore plus loin que ce que je pensais. Des choses extraordinaires. Je n'arrive pas, je me rappelle plus, la dernière fois où ça m'a fait, il n'y a pas très longtemps pareil, j'étais en train de dire, je me rappelle plus. Il y avait un article pareil sur les supercordes par exemple, la théorie des supercordes, qui allait encore plus loin, on se dit tiens, ça effectivement j'y avais pas pensé. Ça donne des idées pour de nouvelles choses, d'aller voilà, toujours plus loin, où je me rappelle, ça va engendrer, on dit tiens, ça oui, on pourrait tirer le fil à partir de ça, quelle idée ça pourrait donner que je n'avais pas encore eu. Des fois ça réactive d'anciens scénarios qui étaient un peu des fois dans des impasses, et là, ça, ah oui tiens, ça pourrait...
Et justement, est-ce que je peux dire, est-ce que des fois les auteurs de science-fiction ne se briment pas un petit peu du point de vue de l'imagination, puisque finalement il faut attirer un lecteur, et pour attirer le lecteur, il faut quelque chose d'assez proche de lui. Et donc, si on fait une œuvre de fiction qui est finalement trop éloignée de ce qu'est le lecteur, de ses centres d'intérêt, de quelque chose qui lui est bien connu, on a du mal à... C'est-à-dire, ça risque de nous entraîner un petit peu loin de notre sujet, mais c'est vrai que moi, ce que je constate actuellement dans l'imaginaire, on en parlait un petit peu avant, un petit peu à midi, quand on préparait la conférence, c'est qu'on se rend compte que des fois la science-fiction connaît une certaine désaffection en ce moment. Peut-être, moi c'est mon analyse à moi, qu'il faut se projeter ou avoir des connaissances parfois, se projeter dans des avenirs très lointains, des mondes très lointains. Et ce que des fois des gens sont perdus, soit ils n'ont pas les connaissances scientifiques, soit c'est vraiment trop bizarre, trop différent de ce qu'ils connaissent. Et il est parfois plus facile ou plus rassurant de se projeter dans des passés légendaires où on parlait tout à l'heure de l'Uchronie ou des choses comme ça, où on a déjà une base à laquelle se raccrocher. C'est vrai que là tout de suite il faut faire effort d'imagination pour se projeter dans un monde totalement nouveau, tout est inventé quoi finalement. On reviendra là-dessus avant de... Oh, tu voulais... Non donc avant de revenir là-dessus, on va parler un peu de tes travaux, Jean-Sébastien. Donc, comme je disais, toi tu inventes les animaux du futur et tu as observé les animaux du passé. Et moi j'ai vu certaines des images et quand je les vois, j'ai vraiment l'impression là que la réalité dépasse la fiction, en particulier sur les animaux du passé, mais même aussi sur ceux du futur que tu as modélisé. Il y a des bestioles qui ont des formes, je pense qu'aucun auteur de science-fiction n'aurait pu les imaginer. Oui et non. Oui, dans le sens où c'est vrai que la paléontologie est une source inépuisable en tant que réalité du passé, de matériaux bruts pour nourrir en fait la fiction. La paléontologie, presque par définition, c'est une science, je ne devrais pas dire ça devant les collègues, mais c'est une science fictionnelle dans science où on reconstruit des mondes perdus. Donc on est en plein Conan Doyle, on est en plein reconstitution imaginaire, et imaginée à partir de données scientifiques, de fossiles qui sont réels, qui sont des vestiges d'organismes du passé qui nous arrivent aujourd'hui. Et l'imagination dans la paléontologie est nécessaire pour reconstruire en fait ces mondes disparus. Alors dans le jargon scientifique, ça s'appelle les paléo-environnements, ça s'appelle la paléoécologie, mais l'un ne va pas sans l'autre finalement. Et puis quand je me projette moi gamin, avant de devenir paléontologue, on m'avait par exemple offert un livre de Zdeněk Burian, qui était un paléo-artiste tchèque mondialement connu aujourd'hui, qui m'a biberonné pendant les années 70-80, et je m'imaginais gamin rentrer dans l'image et être acteur en fait de ces mondes perdus. Et puis c'est resté dans un petit coin du cerveau quelque part, et puis j'ai la chance aujourd'hui d'en faire ma profession. Donc c'est vrai que quand on reconstruit ces mondes perdus, que ce soit des dinosaures ou ce qui se passe avant ou ce qui se passe après, finalement on s'en fiche un peu de l'époque, le plus important c'est que ça n'existe plus aujourd'hui, mais que c'est réel. Et c'est cette dimension temporelle qui finalement nous échappe à nous, parce que notre unité de temps en paléontologie ou en géologie, c'est le million d'années. En tant qu'humain, 1 million d'années, c'est difficile à concevoir. L'unité de temps en astrophysique, c'est le milliard d'années, ou c'est l'année-lumière, c'est encore plus considérable. Donc il y a aussi cette espèce de manipulation d'unité qui nous transcende quelque part. Et quand on reconstitue en fait ces mondes perdus, on travaille avec des artistes. Alain Beneteau, par exemple, est illustrateur en paléontologie. Marc Boulet est auteur principal des Animaux du futur, et c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, ça fait des années qu'on se côtoie, qu'on travaille. J'envoie mes données brutes, mes planches anatomiques, mes planches ostéologiques en fait de description du fossile, vue palatale, vue antéro-postérieure, vue de derrière les fagots, etc. Donc tout ça est très formaté pour publier. Surtout quand on est chercheur au CNRS, où on doit publier tant d'articles par an dans telle revue scientifique indexée, sinon c'est pas bien, tu n'auras pas de crédit l'année prochaine parce que tu n'es pas un chercheur productif, etc. Bon, je vous passe un petit peu le contexte malheureusement français de la recherche actuelle, mais je nourris les artistes de ces données factuelles qui sont
des données chirurgicales, si vous voulez, des fossiles, et eux me renvoient en fait une reconstitution en 3D ou en 2D d'un organisme que j'étudie. Et c'est ce qui a donné la puce à l'oreille à Marc Boulet, qui est donc encore une fois l'auteur principal des Animaux du futur. Il m'a dit, mais j'avais déjà travaillé sur la biologie spéculative, c'est-à-dire imaginer des formes de vie fictives. Est-ce que ça te dirait de continuer cette aventure avec moi voilà, donc... alors, je ne dis pas que la paléontologie, c'est de la biologie spéculative, hein, ça reste une discipline scientifique avec une méthodologie, on appelle ça hypothético-déductive, c'est-à-dire qu'on fait des hypothèses, les dinosaures ont disparu ou pas, où ils ont disparu, quel était le dernier dinosaure non avien, parce que je mets les oiseaux à part, hein, quand je parle de dinosaures au sens très large, quelle est l'origine des dinosaures, par exemple, on fait des hypothèses, et puis on va sur le terrain, en Afrique, en Asie du Sud-Est, en France aussi, pour essayer d'infirmer ou de confirmer en fait ces hypothèses-là. Donc on reste quand même dans la méthode scientifique, mais il y a une part d'imaginaire qui est non négligeable. Est-ce que ça dépasse la fiction ou pas? Est-ce que tes images dépassent, enfin les images de Marc et de toi dépassent Ben, un petit peu, parce qu'il y a des formes quand même vraiment bizarroïdes. Ça dépend où on place le curseur entre la réalité et la fiction. Quand vous êtes il y a 550 millions d'années dans les océans et que vous explorez, en fait, vous faites de la plongée sous-marine au Cambrien, donc au début de l'ère phanérozoïque, enfin, lorsqu'il y a les organismes marins qui peuplaient notre océan à l'époque, vous allez rencontrer des formes de vie qui n'existent pas, qui n'existent plus en fait aujourd'hui, qui sont complètement hallucinantes. Tellement hallucinantes qu'on ne sait pas encore trop aujourd'hui comment orienter certaines formes. Je pense par exemple au genre Hallucigenia, qui porte bien son nom, qui a été nommé par les collègues sans être sous LSD. Hein. Et on ne sait pas si les piquants sont dorsaux ou ventraux, on ne sait pas dans quel sens en fait l'animal évoluait dans un milieu sableux. Donc là, effectivement, on est un petit peu au-delà de la réalité, on touche presque à la fiction. Et on essaye d'ancrer cet imaginaire en fonction d'autres données qu'on va obtenir avec d'autres fossiles complémentaires, etc. On se demanderait presque si c'est pas une blague qui vous a intéressé. Je vais me tourner vers Michal. Donc, comme je disais tout à l'heure, on trouve sur Wikipédia que tu es un représentant du Magic Realism. Et je me demande si, dans une certaine mesure, et je pose d'abord la question, mais on pourra la poser à tout le monde, si parfois on ne trouve pas dans la réalité une magie qui permet de dépasser toutes les fictions. Et je crois que dans ton roman L'autre ville, c'est un peu ça le point de départ de cette aventure, de ton personnage qui découvre une nouvelle Prague. Yes, yes. I must say the first place that I have two groups of my favorite writers. The one group is it's writers who are characterized with a sharp vision of reality. It's authors like, for instance, Marcel Proust. The other group are the fantastic, imaginative authors like, for instance, Lewis Carroll or André-Pierre de Mandillard. And there are also writers who belong to both of those groups. It's, for instance, Franz Kafka, or from French literature, Julien Gracq. And I don't like. I think that imagination and reality are not opposite, and it's good when there is a certain tension between imagination and the reality in literary work. Some people think that imaginative works are sort of escape from reality because reality is boring, and so I don't think so. I think that reality is very interesting, is magic.
very interesting is also scientific discovering of different areas of reality, and I'm very interested in natural sciences and physics, biology, and I think that the real imaginative work has to be born of the perception of the sharp, precise perception of phenomena of reality. When I write a book, so in the very beginning of my writing, I have no idea and I don't know what the story will be, I don't know nothing, but in the beginning I need to have some encounter with some concrete phenomenon of real world. It's mostly it is encounter with some place, and it's for instance this my book The Other City, which was now translated into French this year. In the beginning of the writing of the book was that it was in winter in Prague, and it was much snow in Prague, which is rather exceptional. But and I was going across a small place in Prague which was covered with snow, and I had a very strange and nice magic feeling of that place. And at that moment, I knew that from that feeling I can make a book. I had feeling that in that simple feeling there are hidden many images, stories, and that it will be enough that when I put them or take them everything from that, extract them from that feeling where they were hidden. And it was with my other book. It was similar, and so I think that to write books of imagination is, as I said, it's not escape from reality, and people who write imaginative books don't do this because they hate reality or because reality is boring for them. It's a sort of honor to reality, to phenomena.